Donc, Merci Mélissa. Je vais donc ouvrir la séance. Merci à toutes et tous d'être ici. Un immense merci à Jean-Marc Ayrault d'être avec nous. Le 21 mai prochain sera le 20e anniversaire de la loi Taubira, la loi qui permet la reconnaissance de la traite de l'esclavage, de la traite et de l'esclavage, comme crime contre l'humanité. En 2019, donc beaucoup plus proche de nous, il y a 2 ans, est née la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et cette naissance tardive marque la difficile prise de conscience en France de cette question de la mémoire coloniale et de la mémoire particulière de l'esclavage, dont on pourrait dire avec un clin d'œil à Henri Rousseau que c'est un autre passé qui ne passe pas. On a la chance donc aujourd'hui de recevoir Jean-Marc Ayrault, évidemment ancien Premier ministre, mais aussi le président de cette Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci beaucoup de venir, monsieur, nous dire la place de cette mémoire dans la France aujourd'hui et les missions et le rôle de cette Fondation pour la mémoire de l'esclavage et de sa place, y compris symbolique, dans la cité, à Paris, dans les anciens locaux de l'hôtel de la Marine et des colonies. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de votre invitation, surtout. Et puis, je suis très, très heureux de... Malheureusement, on ne se voit pas tous en même temps, mais je sais que vous êtes assez nombreux à vous être inscrits pour cette rencontre, cet échange, où on m'a invité d'abord à me présenter, à dire les raisons de mon engagement. Vous êtes tous des hommes et des femmes engagés. Et des engagements sont sans doute divers, mais ils sont précieux pour la société. Et je parle aussi à partir de ma propre expérience et de ce que me paraît nécessaire dans une société que l'engagement soit mis aussi au service de projets collectifs autour de valeurs qui nous font progresser ensemble. Alors que nos sociétés sont, à beaucoup d'égards, polarisées et avec des oppositions, des fractures, et en même temps, il y a un potentiel de rassemblement autour d'ambitions collectives qui est assez phénoménal et qui est parfois sous-estimé et qui est pourtant une réalité, et donc qui est aussi un réconfort pour ceux qui, en particulier dans cette période difficile et aussi incertaine de ce que provoque le Covid, et pas seulement sur le plan de la santé, sur le plan économique, mais aussi sur le plan personnel, humain, psychologique. Donc l'engagement, il prend encore, je dirais, un tour plus nécessaire encore que jamais. Donc voilà quelques mots pour vous dire bonjour, ou plutôt bonsoir. Et encore merci à l'Institut de l'engagement de permettre ces rencontres, ces débats. Je vais vous dire bien sûr les raisons pour lesquelles je suis engagé à la tête de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, peut-être en resituant mon propre parcours, qui a été fait d'étapes différentes, d'engagements successifs. Moi, j'ai été étudiant à la fin de l'année 1968, j'ai passé mon bac en 68, et j'étais déjà engagé dans un mouvement de jeunesse. Je suis né à côté de Cholet, dans une petite commune, Molévrier, donc dans le monde rural, et mes études, je les ai faites dans un lycée qui s'appelait le lycée Jean-Baptiste Colbert. Je reviendrai sur Colbert, mais pour bien faire comprendre aussi la difficulté à s'approprier l'histoire de l'esclavage. Mais avant, je voudrais vous dire que très tôt, j'ai ressenti le besoin de m'engager, et cet engagement, je l'ai poursuivi ensuite très vite après les événements de 68 qui avaient provoqué beaucoup d'espoir, mais aussi des déceptions, qu'il fallait s'engager davantage pour changer les choses, changer la société, la rendre plus juste, plus solidaire, sortir d'un système patriarcal et autoritaire dans lequel nous vivions et qui n'était pas porteur de potentialité. Et toute la jeunesse en particulier s'était engagée, et les attentes étaient extrêmement fortes. Donc je me suis engagé ensuite dans un parti politique qui était en train de se reconstruire, qui était le Parti socialiste. C'était une autre époque, il y avait beaucoup d'espoir à ce moment-là. Et j'ai participé à un congrès qui était le congrès qui s'est tenu à Épinay, près de Paris, et qui était le congrès d'unité, de rassemblement de toutes ces forces un peu éparses
Alors l'histoire passe, hein, on a l'impression que tout ça c'est très très loin, et puis l'histoire ne se répète pas exactement, mais enfin, la politique c'est pas un long fleuve tranquille, et la vie des partis politiques elle n'est pas toujours très simple. Des partis peuvent connaître des moments de réussite, puis aussi des moments d'échec, de remise en cause profonde, où il faut finalement recommencer à tout reconstruire. Donc ça passe aussi par d'autres formes d'engagement, et sans doute les formes d'engagement aujourd'hui ont changé, mais le fil conducteur, la nécessité de l'engagement, pour moi, ne change pas. Donc, je me suis engagé dans ce parti politique, et puis très vite, j'y ai pris des responsabilités. Et j'ai pris d'abord des responsabilités locales, et j'avais 27 ans lorsque j'ai été élu pour la première fois maire, non pas à Nantes, mais à Saint-Herblain, près de Nantes, en menant aussi par ailleurs une carrière professionnelle. Je suis devenu professeur de l'éducation nationale, professeur d'allemand, donc j'ai exercé le métier de professeur, et tout en étant engagé en politique. Et donc j'ai été les premières années professeur à mi-temps lorsque j'ai été élu maire en 1977, à 27 ans, dans une ville de 40 000 habitants, Saint-Herblain, tout près de Nantes, et j'y suis resté 12 ans. Et ensuite, j'ai été élu député. À l'époque, il y avait encore le cumul des mandats en 1986. Et je suis resté à l'Assemblée nationale député jusqu'en 2016. En 1989, j'ai été sollicité pour me présenter non plus à Saint-Herblain, mais juste à côté, dans la ville de Nantes, donc une grande ville, pour que la ville de Nantes rebascule à gauche, ce qu'elle avait été en 1977, mais la droite avait repris les responsabilités. Et donc j'ai été candidat à Nantes, et j'ai été élu maire de Nantes, où je suis resté maire jusqu'en 2012, au moment où j'ai été nommé Premier ministre. J'ai été maire de Nantes pendant 23 ans. Et c'est là que mon engagement pour la mémoire de l'esclavage a vraiment commencé et qu'il s'est amplifié. Donc, c'est 30 ans d'expérience. Alors, donc tout ça, c'est un peu articulé entre mes engagements politiques, mes engagements sociétaux, mes engagements locaux, mes engagements nationaux. À l'Assemblée nationale, j'ai été député, je vous l'ai dit, 30 ans, mais j'ai été président du groupe majoritaire, du groupe socialiste en 1997, lorsque Lionel Jospin est devenu Premier ministre. J'ai présidé ce groupe, et j'ai été réélu président de groupe, dont j'ai été pendant 15 ans le responsable. Donc j'ai articulé mon engagement politique entre un engagement très fort au niveau local. Être maire de Nantes, c'est quelque chose de passionnant et de prenant, où on peut transformer concrètement les choses, et très souvent on voit plus les résultats de son action qu'au plan national, tout en étant engagé sur le plan national pour que les choses bougent aussi à cette échelle. Et c'est comme ça que petit à petit, après l'élection de François Hollande, j'ai été sollicité pour devenir le Premier ministre de la France pendant 2 ans. Après, je suis retourné à l'Assemblée nationale, et puis je suis revenu au gouvernement en 2016, en février 2016, pour être ministre des Affaires étrangères jusqu'à la fin du mandat du président Hollande, où j'ai arrêté de me présenter à des mandats politiques. J'avais pris cette décision de ne plus être candidat comme député, de ne plus être candidat comme maire. Donc ma succession a été assurée à Nantes, en particulier avec une jeune femme aujourd'hui qui a tout juste 40 ans, Johanna Roland, et qui m'a succédé, et qui fait les choses avec sa manière à elle et son style à elle, mais avec conviction et dans une continuité, mais aussi un renouvellement. C'est donc une nouvelle génération qui prend les responsabilités, et ça a toujours été mon souci, c'est que après moi, c'était pas le déluge, que j'avais une responsabilité aussi dans mon engagement, c'était de faire en sorte que le relais soit passé, et que d'autres générations puissent prendre ce relais, et que le fil ne soit pas pour autant rompu. Donc, après, je dirais la vie politique active, la vie politique m'intéresse toujours. Je suis bien sûr l'actualité, mais je ne fais plus sous forme d'engagement dans des responsabilités politiques de parti ou d'élus. Mais je le fais cet engagement sous d'autres formes. Sous la forme bénévole, puisque je préside aujourd'hui la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. En réalité, cette fondation, elle est très récente. Vous l'avez rappelé, elle a été créée à la fin de l'année 2019, le 15 novembre 2019. C'est une fondation d'utilité publique, et qui fait suite à une décision qui a été prise par le président de la République de l'époque, François Hollande, de mettre en quelque sorte, de franchir une nouvelle étape s'agissant de la construction de la mémoire de l'esclavage, de la connaissance de cette histoire,
et de ce qu'il a suivi après l'abolition, c'est-à-dire la colonisation, et faire en sorte que les Français la connaissent mieux, cette histoire, et nous aident aussi à régler les problèmes d'aujourd'hui, qui sont les problèmes du racisme, des discriminations, des préjugés, et qui taraudent notre société, et qui n'est pas une question secondaire. Et donc, on m'a sollicité à l'époque, j'étais encore ministre des Affaires étrangères, pour me demander si à la fin de mon mandat, lorsque je quitterais mes fonctions, j'acceptais de présider une mission de préparation pour créer une fondation de la mémoire de l'esclavage. J'ai donc donné mon accord, et si j'ai été sollicité, c'est à cause de mon engagement à Nantes. Alors j'y reviens parce que c'est de là que tout s'est construit. Je vous ai dit que j'avais été élève d'un lycée qui s'appelait Jean-Baptiste Colbert, de la sixième à la terminale. Colbert, c'était une des grandes figures de l'histoire politique et économique de la France. C'était le grand ministre de l'économie de Louis XIV. On lui doit beaucoup de choses. Mais on lui doit aussi une politique de colonisation. C'était le début de la première colonisation, et qui a fructifié en utilisant l'esclavage. Et à la fin de sa vie, lorsqu'il arrivait presque à la fin de sa carrière politique et à la fin de sa vie, Louis XIV lui a commandé d'écrire un texte de loi, un texte juridique qu'on a appelé le Code, et qui, pour les statuts des esclaves, et qui justifiait l'esclavage, mais qui le justifiait aussi juridiquement. Et ce qu'on a appelé ensuite le Code noir. Et donc, personne ne sait vraiment ce que c'était le Code noir. En tout cas, à l'époque où j'étais élève du lycée, personne m'en avait parlé, parce que cette histoire de l'esclavage, de la colonisation, finalement, on ne me l'avait pas enseignée, parce que ce n'était pas dans les programmes scolaires, et c'était une histoire finalement méconnue. Et quand j'ai été élu maire en 1989 à Nantes, j'avais eu l'occasion, dans les années précédentes, de rencontrer beaucoup de personnes engagées, de militants associatifs, et notamment beaucoup de personnes issues des départements d'outre-mer, et qui revendiquaient que cette histoire soit connue, et en particulier à Nantes, qui avait été un des grands ports du commerce triangulaire avec Bordeaux, ou Le Havre, ou La Rochelle, mais qui a été le premier port français qui avait organisé des départs de bateaux pour aller chercher les esclaves en Afrique et les amener dans les colonies en Amérique, et de revenir les bateaux chargés de produits venant des colonies comme le cacao, le café, le sucre, etc. Et cette histoire n'était pas du tout connue à Nantes non plus. Et donc, il y avait des gens à Nantes, des associations, je viens de le dire, mais aussi des professeurs, des universitaires qui s'étaient organisés en collectif et qui voulaient qu'on en parle, et que Nantes regarde son histoire en face. Et il n'y avait pas de réponse possible, puisque la municipalité conservatrice de l'époque ne voulait surtout pas qu'on aborde cette question. Elle considérait qu'elle risquait de diviser les Nantais, qu'elle ressassait des questions du passé, qu'il fallait tourner la page, que les gens avaient tourné la page, et qu'on risquait de déchirer la société. Et donc moi, lorsque je me suis présenté aux élections municipales de Nantes, parmi mes différents engagements, j'ai dit que nous prendrions des initiatives pour que cette histoire soit connue, et que les Nantais la connaissent et se l'approprient, et qu'on regarde sans préjugés, mais sans ni a priori, l'histoire telle qu'elle s'était déroulée. Et donc ça s'est fait. Et ça s'est fait avec des étapes successives, et l'histoire se poursuit. La première étape a été l'organisation d'une très grande exposition au Château des Ducs de Bretagne, dans une très grande salle, en 1992. Donc vous voyez, on a pris du temps pour préparer ça, une exposition qui a duré 2 ans, une exposition populaire, accessible à tous, et qui racontait l'histoire. L'histoire d'un port qui s'était enrichi par le commerce des esclaves, et ensuite la colonisation. Et donc on expliquait ça, et on expliquait en même temps ce qu'avait été la traite et l'esclavage à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde, c'est-à-dire en resituant l'histoire nantaise comme non pas une histoire unique qui serait limitée à Nantes, mais qui était l'histoire de toutes les nations européennes qui s'étaient enrichies par la colonisation et l'esclavage. Et donc, évidemment, toutes les conséquences que ça peut produire, et qui durent encore, et qui est une clé de l'explication des problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre pays, notamment les questions du racisme, des préjugés que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce travail, nous l'avons fait, et avec des étapes que je résume très vite, et qui se sont succédées au fil du temps, parce que la demande est devenue très forte, et ceux qui avaient peur qu'on divise les Nantais, qu'on crée des oppositions, qu'on crée des fractures, qu'on ressasse des choses du passé, se sont complètement trompés. Au contraire, ça a provoqué des débats, ça a provoqué des prises de conscience, ça a provoqué des engagements, ça a donné une qualité de relation avec les Outre-mer qui était totalement transformée,
avec l'Afrique, avec l'Amérique, on a développé des liens et qui restent et qui sont très fructueux. Et donc la deuxième grande étape a été la transformation du château des Ducs de Bretagne, qui est un château donc historique de l'époque où la Bretagne était un grand-duché et la capitale était Nantes. Eh bien, ce château qui est propriété de la ville de Nantes était en travaux pour le rénover et la municipalité que j'ai présidée donc s'est interrogée qu'est-ce qu'on va faire des locaux, qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et c'est là qu'on a décidé d'installer un musée qui n'existait pas, qui était le musée de l'histoire de Nantes. Et donc, quand vous venez à Nantes et que vous visitez le musée de Nantes, vous allez de salle en salle dans le château, toutes les salles sont occupées et racontent l'histoire de Nantes depuis les premiers arrivants au bord de la Loire, les Celtes, les Romains, les Gallo-Romains, et puis ensuite toute l'histoire de la Bretagne, et puis on va trouver des salles dans lesquelles on va comprendre l'histoire de la traite, de l'esclavage. Et ensuite, une fois l'esclavage aboli, on va comprendre aussi la suite de l'histoire avec la colonisation, jusqu'aux indépendances. Et on voit comment le port de Nantes et la région nantaise, et toute la région aussi s'est enrichie avec ce commerce. Donc, les élèves qui aujourd'hui viennent visiter ce musée ont un accompagnement pédagogique avec leurs professeurs, font un travail formidable, et le musée est aussi à leur service. Et puis, troisième grande étape, qui est plus récente, puisque ça a donné lieu à une inauguration en 2012 avec Christiane Taubira et des personnalités venues du monde entier, d'Afrique, d'Amérique, aussi de France, je pense à Lilian Thuram qui était là aussi, nous avons inauguré un mémorial, qui est un lieu de méditation, et qui est installé sur les quais de Nantes, là d'où partaient les bateaux, et qui est un espace qui n'est pas un musée, puisqu'il y en a un, mais qui est l'occasion de se recueillir. Un mémorial, c'est fait pour ça. Et c'est le premier mémorial en France qui est consacré à la mémoire de l'esclavage. Normalement, il devrait y en avoir un bientôt à Paris, à l'initiative du président de la République, qui sera installé dans le jardin des Tuileries, donc tout près de la place de la Concorde, où sera le siège de la Fondation, où était l'hôtel de la Marine et de l'Économie. Pourquoi dans le jardin des Tuileries? Parce que dans le jardin des Tuileries, au moment de la Révolution française, était installée l'Assemblée nationale, la Convention nationale, où fut votée en 1794, donc en conformité avec les idéaux de la Révolution française, la première abolition de l'esclavage. Et c'est Napoléon, premier consul en 1802, qui va rétablir l'esclavage. Donc, cette histoire, elle nous renvoie à notre présent d'aujourd'hui. Et je crois que c'est important de le dire, c'est que cette histoire, ce travail que fait la Fondation, ce n'est pas un travail qui est tourné vers le passé, mais c'est aussi un travail qui est tourné vers le présent. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé l'année dernière, après le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Vous avez vu que partout dans le monde, et pas seulement Ah oui, je vois Jade que je connais, donc je la salue. Merci d'être présente, ça me fait très plaisir aussi, Jade. Merci, on m'avait dit que vous seriez là, ou que tu serais là. Et donc, merci et bravo pour tous tes engagements. Oui, pardon hein, d'avoir interrompu pour... J'ai essayé de reprendre le fil de mon propos. J'espère que je suis encore dans les temps. Ça va? Oui, je disais que ça nous renvoie à des questions d'aujourd'hui. Lorsque l'assassinat de George Floyd est intervenu aux États-Unis dans les conditions que vous connaissez, ça a provoqué, aux États-Unis d'abord, une vague d'indignation, de manifestations extrêmement puissante, mais ça a aussi eu un écho dans le monde entier, surtout bien sûr dans les pays démocratiques, mais notamment en France. Et certains se sont émus de ces manifestations, beaucoup de jeunes. Mais en fait, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est restée attentive aux messages qui venaient de ces manifestations. Ces manifestations d'abord contre la violence, contre ce qui s'était passé et de ce moment tragique, mais qui étaient aussi des moments de revendication. Et des moments de revendication autour de l'idée d'égalité, de refus des discriminations, des injustices. Et donc, moi, qui suis engagé à la tête de cette fondation, j'ai trouvé un écho à ce que nous essayons de faire. La connaissance de cette histoire, la connaissance, je dirais, juste de cette histoire, de ce qu'a été la traite, de ce qu'a été l'esclavage, c'est pour mieux nous faire comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans nos sociétés, d'où viennent les préjugés, d'où viennent le racisme anti-noir, par exemple,
Et là, on entend leur d'où dire, mais on viennent, n'entend plus d'où son viennent voix. aussi la diversité de notre société, de ce qu'est la France, eh bien, c'est important d'en connaître les clés et les mécanismes. Et en même temps, de répondre à un idéal républicain que la France ne cesse de revendiquer, à juste titre, mais qu'il ne suffit pas de revendiquer, mais qu'il faut aussi mettre en pratique. Et la France, c'est la République, c'est l'égalité, c'est la justice sociale, c'est le refus du racisme, c'est des discriminations. Est-ce que c'est toujours le cas? Donc, je crois que être engagé dans une meilleure connaissance de l'histoire, c'est aussi s'armer pour être plus fort ensemble, pour construire une mémoire partagée, mais aussi faire vivre des idéaux. Et pour ça, ça passe par des actes politiques déterminés. Alors la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est un acte politique important. Il a été lancé, je vous l'ai dit, à l'initiative du président Hollande. Son successeur, le président Macron, a confirmé l'appui à cette fondation. Donc c'est important déjà qu'il y ait cette base-là. Maintenant, ça n'a pas toujours été très simple de créer cette fondation. Il a fallu trouver des mécènes, il a fallu trouver des appuis. Parmi les appuis, il y a 22 collectivités locales qui sont membres fondateurs, dont Nantes, dont La Rochelle, Bordeaux, Le Havre, Lorient, Brest, et puis aussi Bon-Soleil-Mines, et puis aussi Houille, où Schulcher a vécu la fin de sa vie, et puis les collectivités d'outre-mer, de toutes nos outre-mer, qui sont membres fondateurs. Et puis un certain nombre de mécènes privés, et puis des mécènes publics. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que cette avancée, parce que c'est une avancée, la création de cette fondation, et s'inscrit aussi dans des actes politiques majeurs que vous avez mentionnés au début en me présentant, c'est la loi Taubira. La loi Taubira, et j'étais impliqué dans l'adoption de cette loi Taubira comme parlementaire, c'est la loi que Christiane Taubira a proposée à l'Assemblée nationale lorsqu'elle a été élue députée en 1997. Lionel Jospin Lionel Jospin était Premier ministre et Jacques Chirac était président, c'était la cohabitation. Vous vous souvenez, après la dissolution, la gauche avait gagné les élections législatives et Lionel Jospin est resté 5 ans Premier ministre. Et à l'Assemblée nationale, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, examine les lois. Alors il y a des lois qui sont d'initiative gouvernementale, on appelle ça les projets de loi, et puis il y a les initiatives qui viennent des députés eux-mêmes, qu'on appelle les propositions de loi. Et ce jour-là, comme j'étais des présidents du groupe majoritaire, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, j'ai reçu la visite de Christiane Taubira, députée de la Guyane, qui vient me dire j'ai une proposition de loi à déposer, j'aimerais avoir ton soutien, je voudrais que la France s'engage à reconnaître que la traite et l'esclavage étaient un crime, sont un crime contre l'humanité. Alors, je lui donne un accord, j'allais dire spontané. Compte tenu des engagements que je viens de vous rappeler à Nantes, je me sentais totalement en phase avec les combats qu'elle menait et qui, eux, s'inscrivaient dans des combats collectifs engagés depuis des années. Je pense à tous ces mouvements associatifs en France qui réclamaient cette reconnaissance. Je pense à la marche de 1995, où le 23 mai 1995, des milliers de personnes avaient manifesté à Paris et réclamaient cette prise en considération de la France de cette histoire de l'esclavage et qu'elle soit reconnue, pleinement reconnue et intégrée dans la mémoire nationale. Et donc la loi Taubira va arriver à ce moment-là. Mais la loi Taubira, ce n'était pas encore la loi Taubira, c'était une proposition de loi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur le texte. Il fallait écrire les articles. Et avec Christiane Taubira, dans la commission qui a été créée pour ça, on a donc peaufiné ce texte. Mais il fallait aussi avoir l'appui des autres groupes parlementaires, de la gauche, de la majorité, mais aussi de l'opposition. Donc ça a été mon travail comme président de groupe de les solliciter, de les convaincre. Ça a été aussi mon travail de convaincre le Premier ministre, le gouvernement, pour qu'il ne s'oppose pas à cette proposition de loi, qu'il l'appuie. Et donc les conditions ont été peu à peu réunies, et cette loi a fini par être votée, alors avec les différentes lectures, à l'Assemblée nationale, au Sénat, retour à l'Assemblée, retour au Sénat, et le 10 mai 2001, la loi a été définitivement votée, et je dois dire avec fierté, et Christiane Taubira y a été pour beaucoup, avec le talent de conviction qu'on lui connaît, a voté à l'unanimité. Et la France a reconnu, c'est l'article 1, c'est le premier pays à l'avoir fait, que la traite et l'esclavage étaient un crime, sont un crime contre l'humanité. Ça, c'est l'article 1. Mais l'article 2, ce n'est pas le moindre.
Parce que l'article 2 dit que l'enseignement de cette histoire, je vais vous parler de mon expérience personnelle d'élève au lycée Colbert, comme beaucoup d'autres jeunes, on n'avait jamais entendu parler de cette histoire et les professeurs, dans leur formation de professeurs, ne l'avaient pas eu dans leur programme non plus. Eh bien, il y avait obligation désormais que cette histoire soit enseignée dans les programmes scolaires, dans les écoles, les collèges et les lycées. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors, avec des hauts et des bas, des insuffisances, et que nous avons nous pointé et que nous aimerions voir améliorer. Mais c'est un fait que là, c'est un tournant. Hein. Et puis, il y a un autre article qui indique que la recherche scientifique, historique, pas seulement l'histoire, mais de toutes les disciplines, doit être soutenue pour mieux connaître cette histoire complexe, nationale, européenne et mondiale. Donc, ce chemin a été parcouru. La loi de Taubira, c'est un tournant. Ça va faire 20 ans, et c'est cette année, les 20 ans. Et donc, lors des commémorations qui ont lieu désormais tous les ans, il y a deux dates officielles, il y a celle du 10 mai et du 23 mai. Le 10 mai, ce sera l'occasion de commémorer ces 20 ans et d'en faire un acte, non pas pour tourner vers le passé, se glorifier qu'on avait fait voter cette loi, mais de dire qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant pour aborder les questions d'aujourd'hui et faire reculer les préjugés. Parce que, vous savez, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a 20 ans, quand on a voté cette loi, je l'ai dit, elle a été votée à l'unanimité. Mais aujourd'hui, je constate, en lisant la presse, en écoutant les médias, en écoutant certaines déclarations, et je ne vous parle pas des réseaux sociaux. À l'époque de la loi Taubira, il y a 20 ans, les réseaux sociaux quasiment n'existaient pas. Et aujourd'hui, ils sont partout. Et ils colportent des bonnes choses, mais aussi des choses horribles. Et sur ces questions-là, les questions de mémoire, souvent on culpabilise ceux qui veulent aborder les questions en face. Et donc je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, les conditions seraient aussi évidentes pour que cette loi soit votée à l'Assemblée nationale et au Sénat à l'unanimité? Ben, je me pose la question. En tout cas, ça veut dire qu'il faut sans cesse recommencer à s'engager, et pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau associatif, au niveau culturel, pour faire connaître cette histoire. Et que cette histoire, c'est aussi une histoire d'héritage. Parce que ce que nous avons en commun aujourd'hui, ce que nous avons en commun, je ne parle pas simplement du patrimoine, des monuments, du patrimoine, je veux dire, y compris immatériel. Nous avons une culture en héritage, qui est issue d'une histoire de lutte, de souffrance, mais aussi de liberté, de ceux qui se sont engagés pour que, d'abord les esclaves eux-mêmes, qui n'avaient jamais accepté leur mise en servitude, mais aussi des hommes et des femmes dans nos sociétés, dès les débuts de l'esclavage, qui ne l'avaient jamais accepté et qui l'avaient contesté, et qui ensuite, d'autres se sont engagés pour contester la colonisation. Et la République et ses idéaux, elle a été parfois prise en contradiction entre ceux qui, en son nom, portaient soi-disant la mission civilisatrice, mais qui est celle de la colonisation et ses violences, mais qui d'autres, au nom de ces mêmes idéaux, se battaient contre les mêmes faits et contre les mêmes horreurs. Donc, je veux dire, il y a des ressources. Et donc, c'est à nous de découvrir peu à peu les clés et de sortir le meilleur, et ce qui peut nous aider à aborder les questions contemporaines. Dans les questions contemporaines, en héritage de la loi Taubira, mais je vais m'arrêter là pour laisser la place à vos interventions et vos questions, c'est que les engagements de la loi Taubira d'il y a 20 ans, l'éducation, l'action en direction de la citoyenneté et de la jeunesse, le soutien à la recherche, la promotion de l'héritage culturel de cette histoire, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans la littérature, que ce soit l'héritage français, mais l'héritage aussi mondial que cette histoire de violence, mais aussi de liberté a produit, soit mise en valeur et que la place soit donnée aux artistes. Je pense aux jeunes artistes, mais aussi des artistes moins connus ou plus anciens et qui méritent qu'on les reconnaisse davantage aujourd'hui. Donc ça, c'est notre mission d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai accepté, avec mon expérience nantaise, ce nouvel engagement, qui n'est pas toujours facile. Hein, quand il m'arrivait de prendre des positions, notamment sur le Code noir, autour de l'histoire de Colbert, et qui m'a valu quelques critiques et quelques mises en cause, mais je continue de penser qu'il fallait le faire, hein, qu'il faut garder le cap. Et puis là, par exemple, il faut faire preuve de vigilance. Va être organisée dans les prochains mois une grande exposition à la Villette par la Réunion des musées nationaux à l'occasion des 200 ans de la mort de Napoléon. Alors la tendance
et souvent à idéaliser le passé autour de certains grands personnages. Et il y a des gens qui sont partisans d'idéaliser Napoléon. Napoléon, empereur des Français, mais il n'a pas laissé que des bons souvenirs et des bonnes traces. Donc je souhaite, et c'est le rôle par exemple de ma fondation, celle que je préside, d'être vigilant et de dire, très bien, il faut parler de ce grand personnage, mais il faut tout dire, il faut tout raconter. Et donc y compris les faces sombres. Et dans les faces sombres, il y en a une sur laquelle nous serons vigilants, c'est le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, premier consul. Je vous ai dit tout à l'heure, la Révolution française, en 1794, en cohérence avec les idéaux de la Révolution, de la Déclaration des droits de l'homme, ce qu'elle n'avait pas fait dès 1789, le fait en 1794, abolit l'esclavage dans toutes ses colonies. C'est un vent de liberté qui souffle, c'est un espoir qui naît. Il y avait les esclaves qui, dans les colonies, se révoltaient, avaient entendu le message de la Révolution, qui attendaient quelque chose, et puis il y avait des grands personnages. Je pense à Condorcet, je pense à l'abbé Grégoire et beaucoup d'autres qui disaient non, on ne peut pas accepter l'esclavage. Donc la France, la Révolution française, la République doit être cohérente. Donc c'est la première abolition. Mais en 1802, c'est Napoléon Bonaparte, premier consul, qui rétablit l'esclavage. Il le rétablit avec beaucoup de violence, beaucoup de dureté. Je vous ai parlé du Code noir, mais il y a des nouveaux textes juridiques qui vont être écrits et qui vont, j'allais dire, rendre l'esclavage encore plus idéologisé, plus racisé. C'est là que vont naître encore davantage les préjugés sur la couleur de la peau. Et qu'on va interdire, par exemple, les mariages entre blancs et noirs. Ça date de cette époque, de Napoléon. Et puis ça va durer. Ça va durer jusqu'en 1848, où aura lieu la deuxième abolition avec le décret Schœlcher, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et pendant la période de leur rétablissement de l'esclavage, il va y avoir beaucoup de violence. Et les esclaves qui étaient libérés n'ont pas accepté, évidemment, de redevenir esclaves. Ils se sont révoltés. Ils ont été écrasés par les forces militaires que Napoléon a envoyées en Guadeloupe, avec Louis Delgrès, la négresse Solitude, qui aura bientôt sa statue à Paris, qui s'était révolté avec beaucoup d'autres, et à Haïti, à l'époque Saint-Domingue, et Toussaint Louverture, qui a été fait prisonnier par Napoléon et qui est mort emprisonné à côté de Besançon, au fort de Joux, dans des conditions très, très terribles. Eh bien, vous savez que finalement, les troupes napoléoniennes qui avaient été envoyées à Haïti ont été vaincues. Et on n'en parle pas de cette défaite, on parle surtout des victoires, mais des défaites, on n'en parle pas. Eh bien, les troupes napoléoniennes envoyées à Haïti pour mater la révolte des esclaves ont été battues. Alors, à la fin, voyant l'impossibilité aussi loin de la France de maintenir des troupes aussi nombreuses pour rester vainqueur, Napoléon a fini par dire « Bon, très bien, vous voulez votre indépendance, on va vous la donner, mais vous allez la payer. Vous allez payer à la France une dette. » Et vous savez que cette dette d'Haïti, qui est un pays en grande difficulté, qui a beaucoup de malheurs et de violence, eh bien ça vient en partie de cela. Haïti a dû payer jusque dans les années 50 le remboursement de sa dette à la France. Alors ça, on ne l'enseigne pas du tout dans les programmes scolaires. Et pourtant, c'est une réalité. Et je pense que ça serait justice que de l'enseigner. Donc nous nous battons pour que les programmes scolaires soient améliorés, qu'à l'occasion, par exemple, des 20 ans de la loi Taubira, on parle de Toussaint Louverture, qui a une plaque au Panthéon, il faut quand même le dire, c'est ça le côté positif, il n'est pas complètement ignoré. Mais j'espère que dans l'exposition Napoléon, qui aura lieu à la Villette, eh bien, cette page d'histoire sera bien expliquée, pour que le visiteur de cette exposition, il ne s'agit pas de lui dicter sa conduite, de ce qu'il a à penser, mais que nous respections le devoir de donner toutes les clés de compréhension. Et donc, ce n'est que faire un acte de justice que de raconter l'histoire, toute l'histoire. Et c'est ce que je m'emploie à faire avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est de faire preuve de vigilance, d'exigence, de le faire avec l'appui de nombreuses associations, de nombreuses collectivités locales, de nombreuses personnalités de la vie politique et culturelle, artistique de France et du monde entier. Et je pense que ça vaut la peine de mener ce combat, parce que ce combat, ce n'est pas pour faire la concurrence des mémoires, parce qu'on parle de communautarisme, on parle de tous ces risques qui font peur à la société. Nous ne nous battons pas du tout pour opposer une mémoire à une autre. On parle plus des uns, on parle plus des autres. Non. Ce que nous voudrions, c'est
contribuer à enrichir la connaissance de toute l'histoire de la France et de toutes ses facettes, des heures sombres comme des heures les plus lumineuses, de tous les combats qui ont été menés, de tout ce que nous pouvons construire aujourd'hui ensemble, mais de le faire ensemble pour créer les conditions d'une mémoire partagée. Je crois qu'il y avait une phrase magnifique d'Édouard Glissant qui racontait qu'ensemble, quand on a une connaissance de la mémoire de l'autre, au fond, on s'enrichit mutuellement. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire. Et l'engagement qui est le mien, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est aussi en cohérence avec les engagements que j'ai toujours eus, ceux que j'ai rappelés au début, hein, c'est-à-dire la confiance que j'ai dans les valeurs républicaines, mais aussi l'exigence que ça représente pour les faire vivre, c'est-à-dire un engagement sans cesse renouvelé, un état des lieux, une évaluation sans cesse répétée pour que on ne se contente pas de belles paroles et de bonnes formules, mais que sans cesse on confronte ce à quoi on espère et on aspire avec la réalité du monde pour la changer et la rendre plus juste, plus fraternelle, plus solidaire, et donc au fond recréer les clés de la confiance lorsque cette confiance se diminue ou qu'elle disparaît. Voilà un peu les raisons pour lesquelles je continue d'être engagé, et je suis bien sûr à votre disposition pour poursuivre par le dialogue le débat sur cette question. Merci infiniment pour cette conférence. Beaucoup de questions déjà, et on va prendre directement, vous avez évoqué il y a un instant les programmes scolaires, et la question de Wafa et la question d'Alison qui rejoignent cette dimension. Wafa, c'est à toi. On m'entend? Oui, vous entend. Oui, bonsoir, merci d'être venu à cette conférence. Du coup, en tant qu'étudiante en psycho et notamment en psychosocial, vous avez parlé justement de la question des préjugés, donc liés à l'histoire, etc. Donc en fait, je me posais la question justement de la mémoire en lien avec donc la colonisation, et sachant qu'il y a un travail qui a commencé à être fait avec l'esclavage. Et justement, en fait, sachant que tous ces préjugés, etc., ça débouche sur la question de la discrimination à l'embauche, du racisme systémique, etc. Et en fait, après avoir parlé de la loi Taubira, vous avez dit que justement, il fallait sans cesse recommencer, parce que du coup, on peut se dire que, on peut dire que, avec les travaux sur la mémoire, qu'en général, on ne se rappelle pas de ce qui a été oublié. Du coup, est-ce qu'on peut dire que les dérives que l'on voit aujourd'hui, donc par exemple sur les réseaux sociaux ou dans les médias, etc., ça peut en fait montrer, témoigner des lacunes du système éducatif, vu qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas abordées dans les programmes. Et en fait, je dis ça aussi parce que, comme justement je développe un projet dans le cadre de l'Institut d'engagement, sur justement des groupes de parole pour aborder donc la question entre le lien avec la culture et l'identité auprès des jeunes qui sont concernés donc par cette histoire, parce que justement ils sont un peu les descendants pour les jeunes qui sont issus de l'immigration. Du coup, en fait, je me posais la question de comment à la fois l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la colonisation s'articulent finalement donc dans l'histoire de la France et dans ce qui est transmis aux jeunes et ce qui est transmis à la population. Et du coup, c'est parce que aussi j'étais d'accord avec ce que vous disiez sur justement l'importance de la connaissance de la mémoire de l'autre, vu que justement on s'enrichit mutuellement. Et comment est-ce qu'on pourrait proposer des solutions pour mettre en place en fait comment on pourrait mettre en place des solutions pour un peu contrer les problématiques qu'on a aujourd'hui. Et si vous voulez bien, monsieur Hérault, la question va être complétée par Alison, même si elle est déjà très longue, Wafa. Non, c'est pas un problème. C'est vous qui animez. Hein. Oui, bonsoir. Déjà, merci beaucoup. Alors, moi, je suis enseignante et je me posais la question, ma question est beaucoup plus courte. Comment est-ce que concrètement, dans le cadre qui nous est imposé, donc avec la limite des programmes scolaires et avec tous les risques qu'on entend particulièrement aujourd'hui, vous mentionnez la question du communautarisme, comment est-ce qu'on peut faire entendre les mémoires justement qui sont plurielles? Oui, alors, vous m'entendez bien là, ça va? Le son, oui, d'accord. Oui, écoutez, je pense quand même que l'école reste le premier cadre, c'est le premier endroit où on doit encore améliorer la connaissance de l'histoire. C'est un travail d'histoire qu'il faut faire, d'histoire, notamment dans les cours d'histoire, mais pas seulement les cours d'histoire, puisque la société dans laquelle nous vivons, qui est une société dans laquelle la diversité est une réalité,
Il y a des gens à qui ça fait peur, la diversité, qui ne veulent pas qu'on en parle, qui disent « Ah non, il faudrait… » Mais bien sûr que la diversité, c'est une réalité qui est liée à toute l'histoire que j'ai rappelée ici, qui est l'histoire de l'esclavage, qui est l'histoire de la colonisation, qui est l'histoire d'immigration, donc qui forme la France dans sa diversité, mais aussi sa richesse, et qu'on va retrouver, je le disais, dans l'héritage culturel notamment. Donc c'est la réalité française, et qui vient de quelque part. Mais de comprendre les mécanismes qui nous ont conduits à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est une clé de compréhension pour un mieux vivre ensemble. Il ne faut pas en avoir peur. Il n'y a pas une France éternelle qui n'aurait jamais bougé. Elle s'est enrichie au fil des générations d'apports successifs et doit former la France, la communauté nationale dans sa richesse et sa diversité. Et donc les faits historiques, et par rapport à votre question comme professeur, la deuxième question, je comprends que ça n'est pas toujours facile à enseigner des histoires qui peuvent, par certains côtés, présenter des aspects sensibles et qui peuvent, dans les classes, provoquer des réactions ou des incompréhensions. Alors, il y a les programmes scolaires. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage vient de terminer un travail sur les 20 ans depuis la loi Taubira. Est-ce qu'il y a eu une amélioration du contenu des programmes scolaires? À l'évidence, oui, mais avec des insuffisances. Par exemple, le programme de l'enseignement général n'est pas le même que le programme de l'enseignement professionnel et dans l'enseignement dans les Outre-mer. Il y a moins de choses dans le programme de l'enseignement général qu'il y en a dans le programme enseignement professionnel et dans les Outre-mer. Notamment la partie historique sur Toussaint Louverture, Haïti, n'existe pas dans le programme d'enseignement général. Donc il faut corriger ça. Mais après, il y a une deuxième question. C'est qu'est-ce qu'on fait pour aider les enseignants à être bien armés pour enseigner cette histoire. Alors, il y a les livres, les programmes pédagogiques, mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est difficile parfois sur ces questions. Donc, la Fondation, qui a une convention avec plusieurs ministères, dont celui de l'Éducation nationale, a proposé au ministère de l'Éducation nationale d'organiser des formations dans les académies pour mettre à disposition des enseignants d'équipes pédagogiques, des références historiques, culturelles, et qui pourraient les aider. Donc, nous avons fait un premier stage là, qui a eu lieu en Guyane, dans 2 lieux différents, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni, qui a été un grand succès, avec une très intense participation des enseignants, avec une très forte demande, et pas seulement les professeurs d'histoire, professeurs de littérature, par exemple, toutes les disciplines à la limite. Et puis, on a un programme qui doit se dérouler. Alors, les conditions sanitaires aujourd'hui limitent le rythme de la mise en œuvre de ce programme, mais dans toutes les académies, nous avons des contacts. Et il y a quelques mois, enfin c'était en octobre, ont eu lieu les rencontres d'histoire de Blois, et nous avons animé un atelier pédagogique en direction des enseignants. Et la salle était archi-comble, il y avait beaucoup d'enseignants. C'est-à-dire qu'il y a une très forte demande du côté des enseignants d'être équipés, d'être armés, armés, c'est pas le mot, mais d'être, comment dire, bien dotés pour pouvoir enseigner cette histoire dans les meilleures conditions dans leur classe. Alors évidemment, ce n'est pas la seule dimension. Il y a la dimension culturelle qui est importante, la littérature, la peinture, la musique, j'en ai parlé tout à l'heure, donc il faut aussi permettre aux artistes de s'exprimer. Ils peuvent venir dans l'établissement scolaire, mais ils peuvent venir aussi sur les scènes, dans les lieux de théâtre, dans les lieux du spectacle vivant. Enfin, le champ est immense. 2 questions de Lavan et Vladimir qui vont les poser en direct sur la place de cette mémoire dans l'espace public. Lavan, tu veux bien commencer? Oui, vous m'entendez? Bonsoir, Marc, bonsoir Monsieur Hérault. C'est une question qui est sur un sujet d'actualité il y a quelques mois, quand il y a eu tout ce débat qui est parti des États-Unis, quand ils ont voulu, des personnes ont voulu déboulonner certaines statues, notamment dans le sud, et qui est arrivé jusqu'en France, notamment sur des statues de Colbert. C'était pour savoir, vous, c'était quoi à peu près votre position, ce que vous en pensez sur est-ce qu'il faut enlever des statues qui glorifient un personnage qui a pu, par exemple, participer à l'esclavage, ou il vaut mieux
laisser cette statue et juste mieux expliquer via des panneaux, enfin, changer la description, changer les panneaux, mieux informer les gens. Voilà. Personnellement, je n'ai pas de réponse, donc je demande votre aide sur ce sujet. Vladimir? Alors, Monsieur Hérault, je vais vous demander de répondre puisque Vladimir ne prend pas la parole. Pardon, j'ai réglé mon problème. Merci, désolé. Excusez-moi. Donc, ma question, elle prolonge la question qui vient d'être posée juste avant moi. Justement, aujourd'hui, d'après moi, je remarque que dans l'espace public, tout au contraire, il y a une valorisation de ces héros qui, certes, ont été des héros de la République, mais qui sont aussi des agents majeurs de la traite, de l'esclavage, c'est qui crée un problème pour des personnes comme moi qui, du coup, se sentent confuses, en fait, de ces personnes qu'à la fois nous présentent comme des héros de la République, mais que nous ne pouvons pas valoriser, que je ne peux pas valoriser sachant leur histoire. Et ça crée une forme de dichotomie qui est pas incompréhensible, mais comment dire, qui nous questionne dans notre identité en tant que jeune Français. Qu'est-ce que, par exemple, Françoise Vergès, elle était pour déboulonner certaines. Vous, est-ce que vous pensez qu'il faut déboulonner ou, comme pour certains, mettre une plaque commémorative? Parce qu'actuellement, il y a un procès d'un monsieur, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, Franco Lolia, je crois, qui a tagué la statue devant l'Assemblée nationale et qui a son projet qui va être, son procès, pardon, qui se tiendra le 10 mai. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Bon, il faut être attentif à ce... Votre micro est coupé, on ne vous entend plus, Monsieur Hérault. Il faut prendre... Oui, est-ce que vous m'entendez là? Ça y est? Oui, non, je dirais qu'il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de main. Mais c'est vrai qu'il y a certains actes, par exemple les statues de Schœlcher qui ont été démolies en Martinique. Bon, ça m'a heurté personnellement. Parce que Schœlcher a été un personnage de la République qui s'est battu de toute sa vie contre l'esclavage, qui a été rétabli, je le rappelais tout à l'heure, par Napoléon, et qui a été aboli deuxième fois, mais seulement en 1848. Donc c'est ça son œuvre. Alors après, il était de son temps, il a été favorable à la colonisation qui a suivi l'abolition de l'esclavage, donc il n'est pas sans contradiction, mais notre histoire n'est pas sans contradiction. Mais en même temps, ce personnage, il a joué un rôle très important. Alors pourquoi démolir cette statue? Donc j'avoue que ça m'a choqué, et en même temps, il faut donner des explications, il faut essayer de donner des clés et d'apporter une réponse à ceux qui vous interpellent. Là, vous parliez de grands personnages de la République. Colbert n'était pas un personnage de la République, c'était un personnage qui était ministre de Louis XIV. La République n'existait pas encore. Mais par contre, c'est un personnage de l'histoire de France, qui a été effectivement un grand ministre de l'économie. Alors, faut-il enlever sa statue? Moi, personnellement, ce n'est pas mon option. Mais par contre, ce que je crois indispensable, c'est qu'on ne donne pas, on ne mette pas en valeur uniquement certains côtés, on va dire, positifs de ce que ce personnage a pu faire dans l'histoire de France, mais de raconter aussi les faces sombres. Et par exemple, le Code noir dont il a été l'auteur, personne ne le raconte. Donc c'est indispensable de l'expliquer. Ça, c'est une première question. Première réponse. La deuxième réponse, c'est que s'agissant de l'espace public, qu'est-ce qu'on met dans l'espace public? Qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur dans l'espace public? Soit par des monuments, soit par des plaques, soit par des aménagements paysagers. C'est une question qui faut se poser à chaque fois. Et qu'est-ce qui nous convient le mieux? Et donc, je pense qu'il faut réparer des injustices. Il y a des personnages qui sont représentés par des statues ou qui ont des noms de rues, dont on peut imaginer que leur place serait plutôt dans des musées, parce qu'il ne s'agit pas d'ignorer l'histoire. Moi, je ne suis pas pour effacer l'histoire. Si on enlève tel ou tel monument et qu'on efface une fois pour toutes, après l'histoire, on ne la connaît plus. Donc, je pense qu'il est important de continuer à expliquer, encore une fois, toute l'histoire.
Donc, si à certains moments, il est décidé collectivement que telle statue a sa place dans un musée, elle a sa place dans un musée parce que là, l'histoire va pouvoir continuer à être racontée. Après, on peut aussi imaginer d'autres solutions. Le maire de Londres, où la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni est confrontés aux mêmes questions que nous, c'était un grand pays esclavagiste, la Grande-Bretagne, comme la France, hein, à la même époque, etc., et colonialiste ensuite. Eh bien, le maire de Londres a décidé de créer une commission composée à la fois d'élus de la municipalité, d'historiens, de représentants de la société civile pour examiner dans l'espace public ce qu'on peut y mettre ou ne pas y mettre, ou ce qu'on peut y ajouter par rapport à ce qui existe déjà. Et donc d'avoir un débat sur cette question. Ce débat est légitime. Ça me paraît plutôt une bonne méthode. Mais ce n'est pas un sujet tabou. Dire on ne changera rien, bah, non, ce n'est pas interdit de changer. L'implantation dans l'espace public, c'est souvent lié à un contexte du moment. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnages, je citais le personnage de Toussaint Louverture, il n'a pas de statue à Paris, il serait légitime qu'il en ait une. La mairie de Paris vient de prendre une très bonne décision. Elle a inauguré un square, Madame Hidalgo, où j'étais invité d'ailleurs, qui, au nom on l'appelait la négresse Solitude. C'était une jeune femme qui s'appelait Solitude et qui était de Guadeloupe et qui était engagée contre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802 et qui a été écrasée par les soldats que Napoléon a envoyés là-bas sur place, le général Richepens, qui a tué beaucoup de monde et puis qui en a fait prisonnier. Et cette jeune femme qui était enceinte a été faite prisonnière et elle a été condamnée à mort, à être pendue. Mais elle était enceinte. L'esclavage avait été rétabli. Eh bien, elle n'a été exécutée que lorsque son accouchement a eu lieu. Pourquoi attendre son accouchement? Pour que son enfant devienne un esclave. Et donc, c'est un personnage symbolique qui a résisté au rétablissement de l'esclavage et qu'on a exploité jusqu'au bout en utilisant son enfant comme futur esclave. Et elle, ensuite, elle a été pendue. Et donc, la ville de Paris n'enlève pas tel ou tel statut, mais la ville de Paris va rajouter une statue à cette femme, Solitude, qui, dans le square, un concours a été lancé, va avoir cette statue. Je pense que ça, c'est une réparation, c'est une juste réparation de l'histoire. Donc, c'est, à mon avis, un chemin que j'aurais tendance à vouloir emprunter, si vous voulez. Après, il y a des noms de rues, on peut imaginer des parcours, des plaques explicatives, etc. En tout cas, ce n'est pas des sujets tabous. Il faut en débattre, il ne faut pas en avoir peur. Alicia, Annick et Florence ont de nouvelles questions sur la place de la mémoire de l'esclavage dans les programmes scolaires. Annick, peut-être pour commencer? Annick? Alicia, alors? Parce que je crois que la question de Florence, c'est à moi de la poser. Vous m'entendez, c'est bon? Eh bien, bonjour à Marc et bonjour à Monsieur Hérault. Je suis vraiment honorée de pouvoir suivre cette conférence. Je me demandais en fait si concrètement, un des gouvernements français ou même le gouvernement actuel avait réfléchi, songé à des programmes pédagogiques, voire culturels comme ceux qu'on a avec l'Allemagne, par exemple, pour pouvoir, mais plutôt avec les anciens pays colonisés, pour pouvoir mettre en commun les mémoires et parler de ça, mais aussi avec les plus jeunes et dès le début. Enfin, moi, je trouve que c'est essentiel et j'ai jamais entendu parler d'un tel programme, donc je voulais savoir si ça existait ou si c'était, on y songeait. Bah, je ne suis pas sûr que ça existe beaucoup. Vous avez raison de poser cette question. Je pense que c'est un chemin à une bonne voie, à mon avis, qui pourrait passer aussi par des échanges. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage est très favorable aux échanges aussi. Les visites, par exemple, de jeunes dans les Outre-mer, dans les lieux où la France a développé sa colonisation, hein, Martinique, Guadeloupe, etc., la Réunion, la Guyane, Mayotte, qui sont des départements français aujourd'hui, mais qui étaient des anciennes colonies, et puis aussi des échanges avec l'Afrique. Hein, lorsque j'étais maire de Nantes, nous avons multiplié les échanges avec le Sénégal, avec le Bénin, d'où sont partis des millions d'esclaves, hein, sur plusieurs siècles, et où il y a un travail vraiment intéressant à faire et d'échanges
Car le but, c'est qu'est-ce qu'on veut construire comme monde contemporain. Et dans un monde aujourd'hui où les opinions sont souvent polarisées, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis après l'élection de Trump, etc. C'est vrai que ces dérives dans les sociétés, dans nos sociétés, sont très préoccupantes et dangereuses. Il faut remonter la pente, et ça peut se faire aussi par l'échange et par la découverte aussi de ce que sont les autres dans leur richesse, leur diversité, leurs aspirations. Et parfois, on va se rendre compte qu'on a des points communs et beaucoup d'aspirations communes. Merci beaucoup. Une question très différente de Laura et qui souhaite que je la pose pour elle. Quels ont été au moment de l'adoption, de la discussion de la loi Taubira, les arguments de ceux qui étaient contre la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité? À vrai dire, il n'y a pas eu à l'Assemblée nationale, je parle de l'Assemblée nationale, dans les prises de parole des députés de différents groupes, de différentes sensibilités, à la tribune de l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de gens qui se sont mis en travers de cette idée, de cette proposition, que la France reconnaisse que la traite et l'esclavage étaient des crimes contre l'humanité. Je ne l'ai pas entendu à l'époque. Même si dans la société, dans les commentaires qui pouvaient exister, certaines personnes pouvaient dire « oui, mais ça, c'est de la repentance, vous voulez battre votre coulpe, vous voulez demander pardon », c'est ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup. Hein, et à l'époque, on a moins entendu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure mon interrogation sur l'évolution. Il y a des évolutions positives, mais il y a aussi des évolutions négatives dont il faut être conscient. Hein, de ceux qui pensent que l'histoire s'est arrêtée à une certaine époque et qu'il faut continuer à la raconter comme si elle était figée. Mais l'histoire, ce n'est pas un bloc. L'histoire, c'est quelque chose de vivant, de mouvant. Et la connaissance historique, d'ailleurs, nous fait découvrir des aspects qu'on ignorait, qu'on ne connaissait pas, hein, et qu'il faut connaître, il faut comprendre. Et donc, c'est vital pour une société. Et ce n'est pas la propagande ou l'idéologie qui nous motive. Moi, je n'ai pas du tout une approche idéologique pour dire reconnaître la traite et l'esclavage crime contre l'humanité, ce n'est pas une idéologie. C'est une exigence de justice historique. Et donc, ce travail, il est indispensable au bien vivre dans une société, au bien-être dans une société. Mais à l'époque, je n'ai pas entendu ces arguments. Les seuls que j'ai entendus, je les ai beaucoup entendus par la suite, c'était la repentance, vous voulez faire de la repentance, on en a marre de battre notre coupe. Et je crois que ce n'est pas du tout ça l'objet. Vous voyez bien, moi, tout mon propos, tout ce que vous avez entendu, tout ce que j'ai fait à Nantes avec l'expérience qui a été la mienne, ça n'a pas été de montrer du doigt tel ou tel héritier de telle famille d'armateurs. C'est parce que les gens qui vivent aujourd'hui, ils ne sont pas responsables de ce qui a été fait par leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Par contre, ceux qui vivent aujourd'hui, ils sont comptables de la société d'aujourd'hui, de quelle société on veut, qu'est-ce qu'on veut faire dans cette société-là. C'est notre responsabilité, ça. C'est pas de battre notre coulpe pour le passé, mais en connaissant l'histoire du passé et en l'expliquant et en partageant la mémoire de cette histoire, alors on est fort, plus fort pour traiter les questions d'aujourd'hui. Élodie est lauréate, elle est journaliste et elle est en direct de la Martinique. Bonjour à tous. Alors, je suis martiniquaise et en direct de la Guadeloupe, puisque je vis en Guadeloupe. Donc, ma question c'est, est-ce que la Fondation étudie le sujet des réparations, qui devraient être peut-être mises en place par rapport aux conséquences qu'a eu l'esclavage et qui demeurent aujourd'hui dans les sociétés antillaises? Je pense notamment à la domination des béquets en Martinique par rapport aux activités commerciales, économiques. Et puis, il y a aussi des questions vraiment plus d'ordre personnel pour chacun, enfin pour chaque être, de cette domination qui est encore vraiment ancrée dans les gènes des Antillais. Et puis, petite question, est-ce que vous viendrez cette année au Memorial Act de Guadeloupe? D'abord, je suis allé déjà au Memorial Act de Guadeloupe, que je trouve vraiment une décision très, très courageuse, très belle réalisation, qui a l'initiative de la région de Guadeloupe.
J'espère avoir l'occasion, je ne sais pas si je dirai cette année ou l'année prochaine, mais je pense que le Mémorial d'ailleurs est un partenaire de la Fondation. Son président est vice-président de la Fondation, Georges Brédan. Et donc, c'est un excellent partenaire avec lequel nous voulons continuer à travailler. Donc, vous avez raison, c'est parfois le sentiment des Martiniquais comme des Guadeloupéens ou des autres départements d'outre-mer, qui est des anciennes colonies, qu'il y a des inégalités, des souffrances qui n'ont pas été corrigées. Et alors la réparation, d'ailleurs j'ai moi-même employé le mot il y a quelques instants, j'ai parlé de réparation historique. Réparer, alors c'est Christiane Taubira dans son discours à l'Assemblée nationale au moment où elle présentait sa loi, avait dit le crime contre l'humanité de l'esclavage, de la traite et de l'esclavage, est un crime irréparable. Elle répondait là-dessus sur le crime. Mais par contre, on peut imaginer que raconter cette histoire, dire la vérité historique, c'est déjà une première forme de réparation. Revendiquer la diversité et les apports de nos outre-mer dans la société française comme un apport à la richesse de la France, c'est aussi une forme de réparation. Alors si bien sûr on pense réparation, on va donner un chèque, ce n'est pas vraiment le bon chemin. Mais par contre, réparation, c'est peut-être aussi corriger les inégalités, les injustices. Réparation, c'est peut-être aussi donner plus de chance à la jeunesse. Réparation, c'est peut-être aussi donner plus d'autonomie économique à nos départements d'outre-mer qui vivent encore sur des modèles néocoloniaux par certains aspects. Réparation, c'est peut-être aussi la mise en valeur aussi de patrimoine culturel, matériel, immatériel de nos outre-mer et de ce qu'elles représentent. C'est aussi une meilleure place dans la République. Beaucoup d'ultramarins vivent dans les départements d'outre-mer, mais sont aussi dans l'Hexagone. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut résoudre. Et puis, vraiment, saluer aussi ce qu'a été pour la République l'apport de nos ultramarins, de tous les Français des Outre-mer françaises, que ce soit dans les grands moments historiques, ou par exemple, est-ce qu'on sait que au moment de l'occupation, lorsque la France était occupée par les Allemands et que Pétain était à Vichy, que dans les Outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, c'était Pétain et ses représentants qui dirigeaient le pays et qui avaient interdit la liberté d'expression. C'était la dictature, là aussi. Eh bien, certains hommes ont décidé de fuir, de quitter leurs îles clandestinement pour rejoindre la France libre, se battre pour la libération de la France. Est-ce qu'on raconte cette histoire? Je crois qu'on ne la raconte pas assez. Donc, réparation, c'est ça aussi. Milena est plus proche de nous, elle est à Tours, elle dirige à Tours l'antenne d'une association qui s'appelle Codico et qui s'efforce d'aider des jeunes réfugiés à s'intégrer. Milena, c'est à toi. Merci Marc. Oui, j'accompagne donc des personnes réfugiées, donc jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, à trouver leur place ici, ici en France. Ma question, c'était, ça se rapproche de celle d'Élodie. C'était aussi par rapport, pardon, je n'arrive pas à retrouver la question dans tout le chat, c'était par rapport aux réparations. Est-ce que vous considérez que le droit de propriété, en fait, est légitime? Et s'il est, justement, quel type de réparation? Je pense par exemple aux réformes agraires qui ont existé en Amérique latine, que je connais mieux parce que voilà, j'ai cette double nationalité. Qu'en est-il en France de réflexion possible par rapport voilà, à ce déséquilibre qui a été créé pendant la colonisation et l'esclavage? Et voilà, quel type de possibilités aujourd'hui par rapport à cette situation? C'est vrai dans les Outre-mer, dans les départements d'Outre-mer. Christiane Taubira, je la cite à nouveau puisqu'elle avait évoqué longuement ce point dans ses différents discours, et notamment au moment du vote de sa loi, a évoqué la question foncière. Le foncier hérité du système colonial. Et donc c'est une question qui est toujours là, elle n'a pas été résolue. Et les propriétaires fonciers, ça crée des inégalités, des injustices flagrantes. Alors comment régler ça?
c'est pas une question simple, hein. Mais je pense que ça passe peut-être par des systèmes d'une autre répartition, et comment on peut aider les projets, que ce soit des projets publics ou des projets privés, à se développer, à s'implanter dans ces territoires. Je crois en tout cas que c'est une question qu'il faut poser. N'ayons pas peur de le faire. Moi, je comprends très bien la raison pour laquelle vous le posez. Et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard dans ce domaine. Amadou voudrait vous taquiner. Amadou, c'est à toi. Amadou. Merci, bonsoir. Bonjour. Je suis très heureux voilà, d'avoir pris part à cette conférence. Voilà, moi, ma question est de savoir, au regard de votre engagement sur ces sujets si complexes et si sensibles dans la société, n'était-il pas nécessaire voilà, de faire valoir voilà, cette question pendant que vous étiez au sommet de l'État pour que le sujet puisse avoir plus d'ampleur dans les débats publics que maintenant, pendant que vous n'êtes plus voilà, dans les affaires. Oui, vous appelez taquiner, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait plus lorsque vous étiez au gouvernement? C'est un peu ça, non? C'est ça la question. Non? Bon, ça peut être votre lecture de compréhension. Non, mais pourquoi pas? Mais vous avez raison de m'interroger là-dessus. Non, mais c'est vrai. Je crois que, en tout cas, ce dont je suis sûr. Moi, j'ai été 2 ans Premier ministre, hein, donc finalement, c'est assez court. Même si quand on vit l'expérience, c'est très long parce que c'est très dense et très intense. Mais je pense que cette action pour je dirais la mémoire, et surtout sur une histoire aussi longue, qui est une histoire qui a duré quand même 4 siècles. Hein. L'histoire de la traite, de l'esclavage, de la colonisation, c'est une histoire très très longue, donc ça marque profondément nos sociétés. Et l'enfouir en nous-mêmes, l'enfouir dans une mémoire qui n'est pas comment dire, réveillée dans nos sociétés, c'est dangereux. Ça peut provoquer des frustrations d'un côté, ça peut provoquer des peurs de l'autre et des divisions. Donc je crois qu'il faut faire ce travail. Mais ce dont je suis convaincu, que c'est un travail qui doit être fait avec patience, minutie, pédagogie, respect, et qui s'inscrivent dans la durée. On ne réglera pas cette question comme ça, alors par des actes forts, c'est vrai, hein, la loi Taubira en est un. J'ai parlé de mon expérience nantaise, le mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes est un acte fort, le futur mémorial du Jardin des Tuileries, c'est un acte fort, mais pour le reste, c'est un travail de fond. C'est un travail qui doit nous aider à faire évoluer nos consciences et rapprocher nos consciences. C'est pour ça que nous croyons vraiment, fondamentalement, comme première priorité de l'action collective de la France, c'est l'école. C'est le travail à niveau de l'école, du collège, du lycée. C'est de là que peuvent se créer de nouvelles dynamiques, que des préjugés peuvent tomber, que de nouveaux regards peuvent s'ouvrir, et des regards qui doivent porter sur les autres. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés qui sont ancrés dans chacun d'entre nous, de peur, hein, qui sont là, et on le voit bien dans le débat public aujourd'hui. Vous voyez bien tout ce qui tourne autour de l'intégration, la loi séparation, etc., les valeurs de la République. On a l'impression qu'on vit dans un pays de peur, alors qu'il faut aller chercher au plus profond de la société les bons ressorts, hein, qui nous permettent d'un vivre ensemble autour de valeurs communes. Et donc ce travail, c'est pour ça que c'est vrai au niveau local comme au niveau national, comme au niveau international, il faut le faire dans la durée et avec constance. Et puis quand même beaucoup de détermination, hein, parce qu'il y a quand même des résistances. Sarah, qui est une ancienne lauréate et qui est désormais à l'Institut en charge du développement des mécénats, a plusieurs questions en une. Sarah, c'est à toi. Bonsoir à tous. Alors, la première question, je voulais savoir qui étaient les grands financeurs de votre fondation. Est-ce qu'il y a des financeurs publics comme des États?
Et si oui, est-ce que c'est plutôt des États dits du Nord, entre guillemets, ou en tout cas anciens colons, ou y a-t-il aussi des États ex-colonisés? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, voilà, cette semaine, non, c'était vendredi dernier, on a eu une conférence à l'Institut de l'engagement du groupe Bayard qui voulait faire travailler les lauréats sur sa raison d'être. Et dans la raison d'être, il y avait le mot fraternité. Et voilà, ça m'a fait un petit peu... Enfin, je voulais avoir un petit peu votre point de vue, en fait, sur cette valeur aujourd'hui, parce que les lauréats de l'Institut de l'engagement, enfin, ou en tout cas, un certain nombre d'entre eux, enfin, c'était une valeur qui leur parlait pas trop. Donc du coup, voilà, je voulais avoir un petit peu votre point de vue sur ça. Est-ce que vous êtes surpris de ça? Est-ce que ça vous attriste? Est-ce que vous êtes, enfin voilà, votre ressenti sur cette anecdote. Et enfin, j'avais une troisième question, mais elle m'a échappé. Elle vient juste de m'échapper. Marc, tu l'as plus? Tu voulais savoir, je crois, pourquoi la loi n'avait pas été votée à oui, voilà. l'unanimité. Tout à fait. Vous avez dit pendant votre intervention que la loi Taubira votée il y a 20 ans n'aurait peut-être pas été votée à l'unanimité aujourd'hui. Je voulais savoir pourquoi. Oui, mais bon, sur cette dernière, oui, je reviens sur vos différents aspects de la question. Notre fondation, c'est environ 2 millions d'euros par an de fonctionnement. Parmi les financeurs, il y a plusieurs ministères. Donc, nous avons une convention avec le gouvernement que j'ai signée avec le Premier ministre Édouard Philippe en 2019, au moment de la création de la fondation. Donc, il y a le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, tous les ministères principaux. Il y a 9 ministères, en fait, qui participent chacun avec une petite contribution, mais ce qui nous permet d'arriver à peu près à 1 million d'euros par an, et donc qui nous permet de fonctionner, d'embaucher une petite équipe de 7 personnes. Et puis le reste du financement, l'autre million, c'est du mécénat. Alors le mécénat, qui vient essentiellement d'entreprises françaises, petites et grandes, hein, alors certaines sont des outre-mer, des françaises, hein, des départements d'outre-mer, hein, des mécènes, mais pour des montants qui sont significatifs. Et puis d'autres sont des groupes importants. Par exemple, il y a le groupe Total, qui est très présent en Afrique, par exemple. Mais il y a aussi des mécènes plus modestes, hein, le groupe de l'immobilier Quartus, par exemple, hein, ou une entreprise de CDC Habitat, qui est très implantée dans les Outre-mer. Donc au total, ce mécénat est assez bien réparti. Et puis pour la constitution du capital de la fondation, puisqu'ils font un capital de base au départ, quand on présente le projet au Conseil d'État pour obtenir l'agrément d'utilité publique, là, je vous ai dit qu'il y avait 22 collectivités locales qui avaient participé. Alors, pour des montants modestes, mais significatifs quand même, 10 000 euros chacune. Donc 22 multiplié par 10 000. Et voilà, pour le financement. Alors, le mécénat, il atteint toujours ses limites, donc on va sans doute recommencer une campagne. Peut-être qu'il faudra lui donner une dimension plus internationale à la fin de l'année, hein, parce qu'il faut continuer à vivre. Et puis nous voulons préserver notre indépendance. Donc la fondation n'est pas une émanation de l'État, c'est pas, même si on reçoit une subvention, nous gardons une autonomie et une indépendance pour garder quelque sorte notre liberté de mouvement, une liberté d'action, une liberté d'expression. Ensuite, je ne sais plus quelle était votre... Ah oui, l'unanimité. Oui, vous êtes interrogé non pas sur le vote en 2001, parce qu'elle a été votée à l'unanimité, la loi, mais si aujourd'hui on devait voter une loi comme celle-ci, je me trompe peut-être, hein, et je vais vous dire franchement, je souhaite me tromper, mais compte tenu du climat actuel et de la polarisation qui existe, les tensions, les crispations, avec le développement à la fois des réseaux sociaux de façon massive et tout ce qu'on y lit. Alors on y lit des bonnes choses, encore une fois, hein, mais il y a aussi des choses qui sont très dures et très violentes. Et puis il y a les chaînes d'infos continues. Sur certaines chaînes d'infos continues, je vois des débats, des chroniqueurs. Le climat quand même n'est pas toujours sympathique, hein. Bon. Donc c'est pour ça que je me suis interrogé tout à l'heure, dans ce contexte,
est-ce que ça passerait aussi bien? Est-ce qu'on pourrait faire voter cette loi dans les mêmes conditions? Je m'interroge uniquement. Mais si je m'interroge, ce n'est pas pour baisser les bras. C'est au contraire pour me dire, il y a raison de plus pour être plus pédagogue encore, pour expliquer, pour convaincre, pour entraîner et rassembler. Hein, voilà. Et puis, votre dernière question, excusez-moi. Oui, c'était sur la valeur fraternité. Oui. Parce que, voilà. Mais vous savez, la fraternité, ça ne se décrète pas. Mais l'égalité, la liberté, l'égalité non plus. Hein. Simplement, pour la liberté, il y a des lois, il y a la justice, mais c'est toujours fragile. Donc, il faut faire attention qu'elle ne se soit pas dégradée et diminuée. Donc, des circonstances dans lesquelles on est, par exemple aujourd'hui, il faut faire attention qu'on ne trouve pas des prétextes pour limiter la liberté, et notamment la fameuse liberté d'expression. On l'a vu avec la tragique assassinat de Samuel Paty, combien la liberté d'expression pouvait être fragile et pouvait être mise en cause dans des cas extrêmes. Et puis, la fraternité, je dirais que ça, et l'égalité, il peut y avoir des lois pour l'égalité, mais qui parfois ne passent pas dans la réalité. Si, par exemple, je prends l'égalité homme-femme, il y a beaucoup de lois en faveur de l'égalité homme-femme. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées par les gouvernements successifs, y compris quand j'étais Premier ministre, en faveur de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Mais dans la réalité, avant que ces lois soient effectivement complètement appliquées, il y a un chemin, il y a du retard. Et donc, c'est toujours un combat. Donc, la loi nous aide, est un aboutissement d'une mobilisation pour faire bouger les choses. Mais ce n'est pas une fin, il faut continuer. Et quant à la fraternité, c'est sans doute la valeur républicaine qui se décrète encore le moins. Mais par contre, la fraternité peut se vivre. Et dans l'engagement tel que vous le vivez, dans vos différentes formes d'engagement, elles sont multiples, hein, je suis sûr que vous, sans que vous le disiez, sans que vous y pensiez tout le temps, vous faites vivre de la fraternité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la fraternité. La fraternité, elle se vit là, et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes qui aspirent à plus de fraternité dans notre société. Je dirais en particulier en ce moment où parfois certains ressentent de la solitude et du découragement, ils ont besoin de fraternité. Est-ce qu'on a un mot qui pourrait recouvrir à la fois la fraternité et la sororité? Oui, c'est ça. À inventer. Mais vous aurez, l'imagination est au pouvoir. Hein. Vinciane me demande de porter sa question. Françoise Vergès et Maboula Soumaoro ont proposé un mois dédié à la mémoire de l'esclavage. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative? Oui, c'est d'une certaine façon, c'est ce qu'on va faire cette année, puisqu'on a parlé du mois des mémoires. Nous préconisons à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qu'on consacre un mois complet à cette mémoire, avec des événements. Alors, il y a des dates officielles. Le 27 avril, c'est la date d'abolition de l'esclavage de 1848. Le 10 mai, c'est la date de commémoration nationale de l'esclavage. Et puis, le 23 mai, c'est la date nationale à la mémoire des victimes de l'esclavage. Et puis, dans les Outre-mer, il y a le 22 mai, le 27 mai, Martinique, Guadeloupe, le 10 juin en Guyane. Et puis, il y a aussi le 10 décembre, alors c'est plus loin, à La Réunion. Et puis, en Mayotte, c'est le 27 avril. Il y a des dates comme ça de commémoration, et dans les départements d'outre-mer, ces dates sont même des journées fériées qui ont été instituées après 1981 pour marquer encore plus l'importance de ces dates qui ont été des dates de la fin de l'esclavage, la fin officielle de l'esclavage. Et donc, nous souhaitons que pendant tout ce mois, il y ait des manifestations officielles de commémoration, mais aussi des événements culturels, des débats. Alors, pendant la période de confinement, l'année dernière, en 2020, au moment du mois de mai, des cérémonies qui avaient lieu habituellement n'ont pas eu lieu, mais par contre, on a utilisé le numérique, comme on le fait ce soir, pour organiser des lives, des débats, des rencontres, à la fois avec des historiens, des ethnologues, etc., des anthropologues, et des militants associatifs, et aussi des artistes, ce qui fait qu'on a touché beaucoup de monde. On a peut-être plus touché encore de monde que si on l'avait organisé physiquement. Donc l'outil numérique, là, vous voyez, on le met au service. Si cette année, par exemple, malheureusement, nous avons encore des difficultés, je ne sais pas ce qu'il en sera au mois de mai,
j'espère que ça ira mieux, mais au cas où on aurait encore des contraintes, l'outil numérique, on va l'utiliser encore plus. Donc, on sera très présent et d'une certaine façon, ce mois que évoquait Françoise Vergès, bon, quelque part, on répond à son souhait et à sa proposition. Et nous continuerons à l'Institut et de vous communiquer les informations sur la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et puis, il se murmure que 2 personnes pourraient intervenir sur une thématique qui est proche, l'historien Pascal Blanchard et en même temps un ancien lauréat de l'Institut de l'engagement, Emmanuel Anthony, plus connu sous son nom Sunboy, qui a créé le site Histoire Crépue. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à regarder son travail et à regarder Histoire Crépue, mais il interviendra bientôt dans une conférence avec Pascal Blanchard. Il y a 2 questions, Gédidia et Valentin, sur l'esclavage moderne. Gédidia. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci, merci pour votre intervention qui était très intéressante. En fait, j'ai une question qui est liée à l'esclavage moderne et qui revêt des aspects qui sont quand même très différents de l'esclavage comme il est connu historiquement. Toutefois, il existe. Et pourtant, il est beaucoup moins connu que l'esclavage qu'on connaît historiquement. Et quels seraient, selon vous, les leviers pour lever justement ces freins qui existent pour mieux faire connaître l'esclavage, la réalité en fait de l'esclavage et de la traite actuelle, moderne? Oui, évidemment, ce n'est pas la même chose que ce qui a été institué à l'époque où l'Europe s'est lancée dans une politique intensive de colonisation, par la conquête de nouveaux territoires où elle voulait développer produire de nouvelles richesses. C'est le 16e, 17e siècle, c'est vrai du Portugal, de l'Espagne, qui ont été les premiers à démarrer, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, tout le monde a participé à cette traite et à cette colonisation. Puis après les abolitions, il y a eu la colonisation du 19e et du 20e siècle jusqu'aux indépendances. Mais l'esclavage justifié par des textes juridiques, le Code noir justifiait le fait que des humains soient mis en esclavage, c'était écrit noir sur blanc. En 1802, avec Napoléon, je l'ai dit, ça a été la même chose, on a encore renforcé les textes juridiques, et ça a duré très très longtemps. Et il y a eu, après l'abolition de l'esclavage, en 1848, et que la colonisation s'est poursuivie et amplifiée, notamment en Afrique, mais pas seulement en Afrique, en Asie aussi, il y a eu des discriminations très très importantes qui ont demeuré. La fin de l'esclavage, ce n'est pas la liberté pour tous, hein, ce n'est pas la citoyenneté pour tous. On a mis en place des statuts spécifiques pour les coloniser, même après l'abolition. C'est ce qu'on a appelé le statut de l'indigénat. C'est on a mis en place aussi ce qu'on a appelé le travail forcé, c'est-à-dire dans les colonies. Et Pascal Blanchard, que vous évoquiez à l'instant, a sorti récemment un très beau documentaire, mais très dur, hein, sur la colonisation, et on voit combien le travail forcé dans les colonies, en particulier en Afrique, était d'une violence inouïe. On avait les serfs au Moyen-Âge, le servage, c'était la même chose, mais ceux qui résistaient, ils étaient morts. On les mutilait ou on les assassinait. Donc ça a été d'une très très grande violence. Et donc, mais après les indépendances, c'est loin d'être l'idéal, ce qui s'est passé, les conditions dans lesquelles l'indépendance s'est faite. Il y a eu encore ce qu'on a appelé le néocolonialisme. Et puis aujourd'hui, on a le développement d'un capitalisme particulièrement brutal dans certains pays où de main-d'œuvre est exploitée dans des conditions épouvantables avec un travail de masse sous-payé pour des produits qui viennent dans nos pays. Et l'esclavage, est-ce que c'est de l'esclavage au sens juridique du terme? Non, mais les situations dans lesquelles vivent ces personnes pourraient s'apparenter à une forme d'esclavagisme quelque part. Et les Nations Unies ont publié des rapports sur cette question et évaluent le nombre de personnes en situation d'esclavage autour de 40 millions dans le monde. C'est considérable. Et donc,
nous-mêmes, nous devons nous interroger. Lorsque nous achetons un produit très peu cher, qui est fabriqué à l'autre bout du monde, au Bangladesh par exemple, un t-shirt, etc., pour presque rien, il faut qu'on s'interroge à chaque fois, mais dans quelles conditions elle a été fabriquée. Même le médicament. Aujourd'hui, pour produire du Doliprane, on n'en produit plus en Europe, parce que le Doliprane ne rapporte pas assez aux laboratoires pharmaceutiques, ça coûte très peu cher par petite unité, vous voyez bien, et on le fabrique en Inde. Mais alors, dans quelles conditions travaillent ces personnes? Combien sont-elles payées? Donc, c'est aussi toute une réflexion sur notre propre modèle de développement et notre propre mode de vie qu'il faut s'interroger. Alors après, il y a d'autres formes d'esclavage, l'esclavage sexuel, il y a aussi l'esclavage des enfants soldats dans un certain nombre de pays. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Beats of the Nation, qui est très important, très intéressant sur l'esclavage dans lequel se situent ces enfants embrigadés dans certains pays d'Afrique en guerre, des guerres civiles, etc. Et puis après, il y a des esclavages domestiques qui existent, qui sont découverts et qui sont condamnés par la loi, notamment en France. Il y a eu quelques cas récemment. Donc il ne faut pas ignorer cette réalité. C'est différent de ce qu'a été l'esclavage organisé, justifié juridiquement de toute l'histoire. Et en même temps, il faut rester vigilant sur toutes ces questions qui sont des questions de notre temps. Alors il y a aussi récemment, j'ai vu une vidéo, peut-être que vous l'avez vue aussi, qui montre la situation dans laquelle se trouvent des migrants venant d'Afrique subsaharienne et qui arrivent en Libye et qui sont traités comme des esclaves, exploités, vendus, revendus, etc. Et ça, c'est une réalité, malheureusement, dans ce pays qui est un vrai chaos, qui existe encore. Pardon. Pauline et Annick me demandent de vous transmettre des questions qui lient le travail de mémoire et les soupçons ou les accusations de risque de repli communautariste. Et puis, je vais laisser à Georges la dernière question. Il est un peu plus de 20 heures et c'était le moment où nous avions prévu de conclure. Mais peut-être déjà, si vous pouvez répondre à Annick et Pauline. Oui, oui. Écoutez, le risque, ceux qui pensent que aborder ces questions, c'est encourager le communautarisme, se trompent. C'est ne pas les aborder qui va favoriser ce qu'on appelle le communautarisme, et communautarisme au sens du repli sur soi, et donc de l'entre-soi communautaire, lié aux origines. Bien sûr, il faut être respectueux de la diversité des parcours, des origines, de ce que nous sommes, nous les Français, dans notre richesse. Mais en même temps, on a aussi le devoir de rechercher ce qui nous réunit et nous rassemble. Quel projet commun pour notre pays? Et ça ne peut pas se baser sur l'ignorance ou la négation de certaines questions qui font partie de notre histoire. Si vous laissez enfouis, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, des pans entiers ou des pans importants de l'histoire des humains, de ce que nous sommes, alors on va générer des revendications, je vais dire, identitaires et communautaires. Et c'est vrai que quand on ne fait pas ce travail, c'est ce qui risque de se passer. Donc moi, je combats cette idée que aborder les questions est une régression. Au contraire, c'est un progrès. Mais il faut faire ce travail et le faire avec honnêteté intellectuelle, avec rigueur. C'est pour ça que le travail de l'histoire, les historiens, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, par exemple, a mis en place un conseil scientifique international, pluridisciplinaire, qui est présidé par un franco-camerounais, Romuald Fonkua, qui travaille sur ces questions. Et comment on peut poursuivre l'approfondissement, comment on peut donner des clés, et qui ensuite vont être utilisées par d'autres, par les pédagogues dans l'école, par les artistes qui vont intégrer ça, par les politiques qui vont s'en saisir, par les militants associatifs qui vont enrichir leurs connaissances et partager les choses. L'idée, c'est le partage. Et c'est ça qui permet de construire et conforter la République. Allez, je vais encore intercaler une question, et c'est Aminata qui va la poser, avant la dernière question de Georges. Merci beaucoup, Marc, et bonsoir à tout le monde également. Merci à Monsieur Hérault de nous avoir accordé cette conférence. Donc, moi, j'ai, on va dire, 3 questions, si on me le permet. Donc, la première question est de savoir, étant donné que Monsieur Hérault a été Premier ministre, mais aussi ministre des Affaires étrangères,
est-ce que, ma première question est celle-là, est-ce que justement, en fait, la politique de la France et le positionnement de la France, notamment vis-à-vis, en fait, de l'Afrique tout court, ne serait pas aussi un point de départ pour cette reconnaissance, acceptation et aussi ne participerait pas à l'éducation des personnes qui ont pu échapper, on va dire, à ces processus déjà que vous préconisez déjà dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est la première question. La seconde question est, si on veut vraiment reconnaître toute cette histoire-là dans son entièreté, est-ce que on pourrait aussi parler un peu de les rôles de la femme, le rôle que la femme, si je peux dire ça comme ça, ou plutôt la place donnée à la femme noire, notamment sur le plan gynécologique, sont des points qui sont abordés notamment dans les événements, dans les musées, dans votre fondation. Et la dernière question qui rejoint aussi les questions qui viennent de passer, c'est celle concernant donc justement cette reconnaissance en entièreté de l'histoire. Est-ce que ce n'est pas un peu comme les États-Unis, si on peut dire ça comme ça, celle de reconnaître l'existence de la pluralité de la population française qui ne date pas en fait finalement d'aujourd'hui lorsqu'on regarde l'histoire? Oui, même s'il faut bien noter des grandes différences entre les États-Unis et la France. La France était un pays colonisateur, donc qui a été conquérir d'autres pays pour en faire développer des projets économiques en exploitant la main-d'œuvre locale par l'esclavage, mais aussi ensuite par le statut de l'indigénat, une fois l'esclavage aboli. Aux États-Unis, c'est dans dans les États-Unis eux-mêmes, à l'intérieur même de leur pays, qu'a été organisé l'esclavage. Et que le pays s'est en partie construit sur l'identité des races. Et cette situation est très différente de la France et donc crée des problèmes très importants qui demeurent dans ce pays et qui sont extrêmement forts, où il y a une polarisation qu'on ne connaît pas en France, de la même nature. Même s'il peut y avoir, s'agissant du racisme, à l'égard notamment des personnes noires, des similitudes à l'évidence. J'ai parlé de George Floyd tout à l'heure, ça ne laisse pas indifférent les Français, bien entendu. Mais pendant longtemps, vous savez, je veux dire, pour bien me faire comprendre, on a commémoré il n'y a pas très longtemps la fin de la guerre de 1914-18, centenaire de la loi. Et on a rappelé que les Américains étaient intervenus en France en 1917. Et ils sont venus avec des troupes, il y avait des blancs et des noirs, et figurez-vous que les soldats noirs qui accompagnaient les soldats blancs n'avaient pas d'armes. On ne voulait pas qu'ils aillent au combat, parce qu'on avait peur les généraux, les officiers américains avaient peur des soldats noirs, avaient peur qu'ils se révoltent contre eux, ne donnaient pas d'armes. Et c'est les Français qui ont dit comment vous avez des soldats qui ne combattent pas, il faut qu'ils combattent comme les autres. Et les Américains ont fini par céder et ont dit bon, bah, si vous les voulez, vous les prenez dans vos unités. Donc, ça a été une première surprise pour les soldats noirs américains, extrêmement discriminés dans leur pays, de voir qu'en France, on pouvait les traiter autrement. Et puis, il s'est passé autre chose. Et ils n'ont pas ressenti ces soldats noirs, même si la France n'était pas parfaite. Hein. La France était déjà une grande puissance coloniale, mais il n'y avait pas dans la société française cette discrimination. Par exemple, des Noirs pouvaient aller dans un café ou dans un restaurant, alors qu'aux États-Unis, il y avait des endroits autorisés et des endroits interdits. Et ça a duré très très longtemps, jusque dans les années 60 et 70. Eh bien, ça n'est pas le cas. Et ces soldats américains noirs ont vécu la France autrement que les États-Unis. Et quand ils sont retournés aux États-Unis, ces soldats qui avaient été correctement accueillis en France, qui avaient même fait connaître le jazz, parce que le jazz a démarré là, la musique des Noirs américains, le jazz, les Français ne la connaissaient pas, c'est ces orchestres militaires qui jouaient dans des petits concerts, et puis après des grands concerts, qui ont fait une tournée dans toute l'Europe, qui ont fait connaître cette musique. Et quand ils sont retournés, ces soldats qui avaient eu l'impression d'avoir été respectés en France, et reconnus comme des personnes à part entière, quand ils sont retournés aux États-Unis, ils avaient des revendications. Ils pensaient que ce qu'ils avaient vécu en France allait quand même transformer la réalité américaine. Pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont été réprimés brutalement, violemment, parfois tués parce qu'ils revendiquaient. Donc, c'est là, je dis ça parce qu'il y a quand même une différence. Même si nous avons nos propres problèmes et que je ne veux pas nier pour autant. C'est pour ça qu'il faut éviter. Parfois, il y a certaines confusions qui se font entre les États-Unis et la France. Mais c'est une raison pour laquelle
la Fondation pour la mémoire de l'esclavage milite énormément, notamment auprès de la télévision française, et c'est en train de bouger, le service public de la télévision, pour que soient réalisées des fictions, des films, des documentaires français et pas seulement américains. Car quand souvent on veut illustrer l'histoire de l'esclavage ou l'histoire du racisme et des discriminations, on a peu de choses dans les productions françaises et on va aller chercher des films américains, et qui donnent une image des problèmes que nous rencontrons à travers le prisme américain. Donc vous voyez, la création artistique a encore de beaux jours devant elle pour réparer, encore une fois j'emploie le mot volontairement, certaines injustices. Alors, quant au rapport avec l'Afrique, ce sont des rapports complexes puisqu'ils sont liés à cette histoire de la traite, de l'esclavage, de la colonisation, ces brutalités et des indépendances qui ont été accordées, mais avec une ambiguïté, avec un néocolonialisme. On a parlé de la France-Afrique pendant longtemps, la France-Afrique, où on voulait donner l'indépendance d'un côté, mais garder la main de l'autre. Et ça continue de laisser des traces. Et aujourd'hui, il y a une revendication forte dans les sociétés africaines, et en particulier dans la jeunesse africaine, pour que ces sociétés soient respectées pour ce qu'elles sont, dans leur richesse, dans leur réalité, dans leur complexité, et qu'elles soient respectées dans leur autonomie. Hein, et qu'on leur donne aussi les moyens, vous voyez la question du vaccin, de se développer pour donner des perspectives à leur peuple. Alors un dernier mot, parce que vous avez parlé de la diversité. Oui, mais la diversité, c'est la réalité de la France, qui est liée à cette histoire que je viens de rappeler à l'instant, et qui est une richesse, et qu'il faut mettre en valeur. Et ce que je trouve paradoxal, c'est qu'on entend des discours où on parle de communautarisme, etc., alors que quand on regarde, encore une fois, la création culturelle, la musique des jeunes musiciens, des jeunes chanteurs d'aujourd'hui, eh bien, c'est un mélange artistique et d'inspiration, d'assemblage, en quelque sorte, qui est l'héritage de notre patrimoine commun et de notre passé commun. Et donc, pourquoi, d'un côté, on le valorise et on n'en a pas peur, et de l'autre côté, on en a peur? C'est là qu'il faut faire notre travail. Et ce travail que j'évoque, qui est celui de la Fondation, c'est une manière d'y contribuer pour déverrouiller tout ça et remettre un peu de sérénité et de passion commune. Ok, merci beaucoup. Georges, c'est à toi que revient l'honneur de la dernière question. Quel honneur! Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Eh bien, d'abord, merci beaucoup, Monsieur Hérault, pour cette conférence, parce que moi, ça me parle beaucoup, toutes ces histoires sur le poids de l'esclavage. Ça me rappelle mes études. Et en fait, la question, l'honneur de la dernière question, porte surtout sur l'avenir de la Fondation. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, en ce moment, il y a beaucoup de tensions, notamment avec le racisme qui prend une part importante en France et aussi dans le monde. On l'a vu avec le lynchage de Michel Zecler à Paris il y a quelques temps, l'assaut du Capitole aussi le 6 janvier avec le retour de signes très antisémites, très aussi racistes, et aussi l'approche aussi en France des élections de 2022. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est comment le chemin que vous avez emprunté et que vous portez avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, en fait, comment vous voyez l'évolution de ce chemin dans un monde où le racisme prend une place assez importante et où il y a énormément de discrimination? Voilà. Oui, je crois que c'est un combat permanent, hein, avec des avancées, des reculs, des hésitations, des doutes. Là, on est dans une période d'hésitation et de doute, hein, avec une montée des polarisations, des menaces sur nos démocraties. Vous avez parlé de ce qui s'est passé au Capitole à Washington. C'est pas rassurant, mais pas seulement pour les États-Unis, mais parce qu'on voit la fragilité de nos démocraties. Elles sont contestées parce qu'elles sont parfois mises en cause pour leur légitimité. Mais elles ont des défauts. Nos sociétés, et j'ai parlé de ça dans le début de mon propos tout à l'heure, et en particulier c'est le cas de la République française, proclament des idéaux. Elles s'y réfèrent en permanence. Liberté, égalité, fraternité, solidarité, etc. Mais lorsqu'il y a un fossé entre ce que vivent les gens et ce que le discours officiel proclame, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que là peut naître un doute profond et un rejet. Alors après, ça se traduit par le rejet des élites, après c'est le rejet des institutions démocratiques, après c'est la démocratie qui finalement ne serait pas la bonne formule pour régler les problèmes des crises économiques, sociales ou sanitaires, et qu'un régime autoritaire pourrait peut-être être plus prévalent, être plus efficace. Et puis pendant ce temps-là se développent des discours d'exclusion des autres,
de la peur de l'autre. Aujourd'hui, il faut vaincre cette peur. Ce qu'il faut, c'est absolument nous battre pour que les valeurs que nous proclamons se rapprochent de la réalité vécue par tous les gens qui vivent dans nos sociétés, hein, les jeunes, pas seulement les jeunes, mais particulièrement les jeunes. Et puis en même temps, il faut vaincre la peur, et parfois la peur de l'autre. Et donc c'est pour ça que c'est un engagement qui permet d'y répondre. Ce n'est pas seulement l'action de l'État, du président de la République, du gouvernement, des ministres, des élus. C'est important ce qu'ils ont à faire, mais c'est l'action de tous les citoyens. Et c'est pour ça que moi je suis heureux de pouvoir parler avec vous dans une assemblée où les personnes qui sont là sont des personnes engagées et qui n'attendent pas tout des autres ou des institutions, mais qui apportent ce qu'elles ont de meilleur en elles. Et donc, c'est comme ça, je crois, que nous y parviendrons. Donc, qu'il y ait des institutions comme la Fondation pour mettre du lien, pour mettre en relation. Il n'y a pas d'exclusivité. Hein, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, elle a un rôle modeste, mais elle existe. Et elle entend continuer à jouer son rôle. Et ce soir, vous m'avez donné l'occasion de vous présenter les raisons de cet engagement qui est le mien, mais aussi à quoi cette fondation peut être utile. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé avec moi. Et je remercie l'Institut aussi de l'engagement, de m'avoir invité. J'y étais très sensible. Et merci et bonne chance à vous et bon courage aussi. Un très grand merci à vous. Merci à toutes et tous. La semaine prochaine, donc le 9 février, nous aurons l'occasion de renouer avec le ciné-débat autour d'un film documentaire, un film d'une jeune réalisatrice, Aude Pépin, autour d'une femme nettement plus âgée, sage-femme, Chantal Birman, et elles seront là toutes les deux après la projection du film pour échanger avec vous. Merci, très bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Hérault. Merci à vous. Au revoir.